Bonjour à tous, cette semaine dans À savoir une fois n'est pas coutume, on ne va pas vous parler de ce qu'on sait, mais de ce qu'on ignore, de cette lacune vertigineuse qui concerne la grande majorité de l'univers, cette matière noire qui composerait l'essentiel de la matière. On en parlera tout à l'heure avec un chercheur qui traque cette matière noire, Dominique Terz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'école des mines, au laboratoire Subatec, vous êtes l'un des rares chercheurs français à chercher cette matière dont on ignore encore la nature. Vous allez tout nous expliquer de vos expériences dans quelques minutes. Tout d'abord, ce qu'il faut retenir du partage des connaissances cette semaine, il y a d'abord cette application baptisée Booksup. C'est une application créée par deux Parisiens. On connaît Airbnb pour les logements, on connaît Uber pour les taxis. Il existe désormais donc des services équivalents pour les bibliothèques. Si vous voulez prêter vos livres à un inconnu ou lui emprunter les siens, vous pouvez donc vous inscrire sur ce service, une application pour smartphone créée cette année par deux Parisiens. L'application a déjà séduit 10 000 utilisateurs en France, une douzaine seulement à Nantes. Alors si je vous en parle, c'est parce que la semaine dernière, les fondateurs ont reçu la visite surprise d'un inspecteur de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Comme quoi, le partage des savoirs, ça ne passe pas encore auprès de tout le monde et peut-être d'éventuels concurrents de Booksup. Pour l'instant, il s'agit juste évidemment d'une enquête préliminaire. Vos plus jeunes enfants regardent en boucle la Reine des Neiges, mais vous voulez leur changer les idées. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez leur apprendre à coder en boucle un jeu vidéo autour de la Reine des Neiges. C'est une initiative américaine, l'initiative code.org, qui est soutenue par des stars du web comme Bill Gates, Mark Zuckerberg ou encore Barack Obama. Mais aussi les stars du showbiz, vous le voyez à l'antenne, comme cette top modèle. L'adresse est studio.code.org. C'est un bon moyen aussi pour les adultes pour comprendre les logiques de programmation. Vous voyez, il s'agit juste de déplacer des petites briques qui représentent des langages de programmation, voilà, qui dévoilent des langages un peu moins compréhensibles pour le commun des mortels. Donc studio.code.org à visiter de toute urgence. Une information de nos confrères de Presse Océan, l'Institut du Thorax vient de faire un nouveau pas dans la compréhension des maladies cardiaques rares. Jean-Jacques Schott et Christian Dina se sont intéressés à l'origine génétique d'une malformation du cœur. Ils ont découvert que deux patients vendéens atteints de la même maladie avaient un ancêtre commun au XVIIIe siècle et donc un gène commun qu'ils ont pu identifier et qui serait donc à l'origine de cette malformation. Donc un nouveau pas pour l'Institut du Thorax qui est devenu spécialiste de la génétique et des maladies cardiaques. Les portes ouvertes à l'IFSTAR, l'Institut des sciences et technologies, des transports, de l'aménagement et des réseaux. Ça peut paraître barbare, mais ils fêtent leurs 40 ans d'installation à Bougnay. Ils mènent des programmes de recherche absolument passionnants, à la fois sur la manière de construire des routes, mais aussi sur l'impact sonore de la circulation, des études sociologiques sur l'usage des transports, bref, un panel de recherche absolument impressionnant. Je vous invite à aller découvrir leurs activités les 19 et 20 septembre donc à Bougnay. Et vous aurez plus d'informations sur le site de l'IFSTAR, ifs2tar.fr. Dans cette émission, vous le savez, on veut tout savoir sur tout, y compris sur les coulisses de Télé Nantes. On va vous dévoiler aujourd'hui un petit secret de la fabrication du journal de Télé Nantes que vous avez sans doute vu tout à l'heure. Cette semaine, donc, on veut tout savoir sur le fond vert. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La grogne des auto-écoles à Nantes, leur personnel était mobilisé toute la journée. Bonjour Denis, donc si j'ai bien compris cette semaine, la question c'est un fond vert, comment ça marche? Eh bien on va voir ça tout de suite, c'est juste derrière que ça se passe. Le fond vert. L'incrustation, comment ça marche? C'est très simple, c'est qu'on va indiquer à un appareil, le mélangeur qui est dans la régie, de retirer une couleur présente dans l'image, en l'occurrence le vert, et on va la remplacer par une image. Alors là, vous allez me dire, pourquoi le vert? Parce que le vert, en fait, c'est la couleur qu'il y a le moins présent dans la couleur de la peau humaine. Donc par exemple, si on met un t-shirt vert, c'est qu'on n'a rien compris. Alors si vous mettez un t-shirt vert, il y aura votre tête et vos bras. Eh bien, on va voir comment ça fonctionne, Énergie. On vous suit, Nicolas. Alors, là, on est arrivé au moment où on a pris un de nos plus beaux modèles, qui vient directement des États-Unis, qui est sur notre fond vert. Kiki, tout le monde, Kiki, je vous présente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre mélangeur, donc cette magnifique machine, on va lui dire, tout ce qui est vert là, tu me l'enlèves. Et on remplira après par ce qu'on veut. Donc, on va lui dire, par un tour de passe-passe, hop, voilà. Donc là, vous avez vu, il a retiré tout le vert. Maintenant, nous, on va incruster la personne dans notre fond.
Donc dans ces cas-là, c'est un petit tour de magie. Je vous montre pas parce qu'il faut quand même pas tout dévoiler. Et attention, tac. Et la magie. Et la magie opère. C'est pas si simple que ça, mais c'est plus simple qu'avant. Sachez qu'elles sont... L'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne. Attention, j'y vais. 4, 3. Voilà, merci à Jean-Alex et à Nicolas Viplier, qui est aux manettes de cette émission, réalisateur de cette émission. Dominique Terce, je le disais tout à l'heure, vous êtes un chasseur de particules inconnues. Alors c'est étrange de rechercher quelque chose dont on ne connaît absolument pas la nature. Vous traquez ce qu'on appelle la matière noire. Alors déjà, pourquoi on l'appelle la matière noire et depuis quand on imagine qu'il y a une chose absolument inconnue qui compose l'essentiel de l'univers ? Voilà, donc c'est un domaine très large qui recouvre beaucoup d'échelles. En particulier dans les échelles de l'infiniment grand, dans les échelles de l'astrophysique. Depuis à peu près les années 1930, certains chercheurs ont observé que la vitesse d'étoiles qui orbitaient à l'intérieur de galaxies était anormalement élevée. C'est un sujet qui au début était un peu polémique et puis progressivement c'est un sujet qui s'est amplifié. Aujourd'hui, notre compréhension de la structure de l'univers, de son évolution, témoigne de la présence de matière que l'on n'a pas encore pu observer. Oui, parce qu'il y a des règles physiques, on ne va pas rentrer dans les détails, voilà. mais en gros, la vitesse d'un astre ou le fait qu'un astre tourne autour d'un autre, ça dépend de leur masse. Et la masse qu'on connaissait ne suffisait pas à expliquer une partie de la vitesse, c'est ça, ou la déformation. Donc la masse qu'on voyait, celle qu'on était capable d'observer avec les télescopes, était insuffisante, mais très significativement insuffisante, pour que l'on puisse en particulier reproduire la distribution des vitesses des étoiles qui se trouvaient à longue distance du centre des galaxies observées. Donc on soupçonne depuis les années 30 à peu près. Voilà, 34, c'est un groupe suisse, mais c'est un sujet qui au début faisait polémique. Il a été un petit peu occulté par la communauté pendant une trentaine d'années. Et puis là, dans les années 1970-1980, il y a une grande campagne d'observation qui a été lancée, en particulier aux États-Unis, pour être capable de mesurer ces vitesses dans beaucoup plus de galaxies. Et on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était présent dans toutes les galaxies qui étaient observées. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on connaît parfaitement la masse totale de l'univers. Ça, les chercheurs la connaissent plus ou moins. Mais en gros, quand ils font l'addition, alors on va prendre les électrons, les protons, les neutrons, enfin toutes les particules élémentaires, bah, ça ne fait pas le compte, quoi. Voilà, gros, donc c'est là que notre laboratoire Subatech intervient. Nous, on est des spécialistes de l'infiniment petit. Et aujourd'hui, donc, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de particules, donc de matière connue, de force connue, pour expliquer ce qu'est cette matière. Alors, on la voit. On a beaucoup parlé du boson de Higgs comme la particule de Dieu, comme si c'était la dernière conquête de l'homme dans les particules de l'infiniment petit. Oui, en fait, c'est la dernière conquête actuelle de l'homme dans le domaine de l'infiniment petit. Bien sûr, mais il faut replacer la découverte du boson de Higgs dans le cadre des progrès. Des progrès au niveau des machines que l'on peut construire pour produire ces particules et revenir à des conditions initiales de l'univers dans lesquelles la température, la pression était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Donc avec le boson de Higgs, on atteint une échelle qui était très importante pour valider les théories qui nous permettent aujourd'hui de comprendre ces interactions à l'échelle microscopique. Mais la matière noire se trouve au-delà. On doit a priori aller plus loin que ce qu'on a pu faire pour créer la matière noire sur Terre, si on voulait la créer. Mais notre objectif, jamais observé, on est d'accord. Mais par contre, il y a des hypothèses qui circulent. On se dit que c'est des particules extrêmement petites, infiniment petites, mais qui ont une masse très importante, c'est ça, mais qui, en revanche, interagissent très peu avec les autres particules. C'est-à-dire que là, on est sans doute traversé en permanence par des particules de matière noire. Voilà, donc on constate qu'au niveau du bilan, dans l'univers, il y en a une quantité phénoménale, donc 5-6 fois plus que la matière qu'on a pu observer jusqu'à présent. Par contre, on n'a pas de détecteur, on n'a pas de mécanisme d'interaction susceptible à l'échelle microscopique de nous expliquer ce que c'est. Parce qu'elle est très discrète. Parce qu'elle est très discrète, parce qu'elle interagit très faiblement avec la matière ordinaire et qu'elle est donc très difficile à mettre en évidence. Alors, donc, à ce niveau-là, nous, on conçoit des expériences, en particulier à Subatech, on est impliqué dans une collaboration internationale qui s'appelle la collaboration Xenon. On utilise un grand bain de xénon liquide qu'on place sous terre, à 1200 mètres sous la montagne, pour observer la matière noire qui aurait pu traverser. Sur notre image, vous avez donc installé en Italie, sous une montagne, c'est Grande Sasso, c'est ça? Voilà. Donc l'expérience se trouve au Grand Sasso. Vous essayez de vous protéger des rayons cosmiques, enfin de tous les rayons un peu parasites. Bien sûr, on essaye vraiment d'éliminer toutes les particules qu'on connaît par ailleurs. Vous êtes à combien de mètres sous terre là? Donc là, on a 1200 mètres de roche au-dessus du site expérimental. Et donc on utilise cette roche pour atténuer l'ensemble du rayonnement
que l'univers produit et qu'on connaît. Et donc vous utilisez un détecteur, une sorte de bain donc de xénon, qui est un gaz rare qu'on trouve dans l'atmosphère. Voilà, donc un gaz rare qu'on trouve dans l'atmosphère, mais un gaz rare qui est très difficile à utiliser. C'est le gaz rare le plus rare qui est présent dans notre atmosphère. Ouais. Et donc on a mis en place une communauté internationale pour mobiliser nos moyens, mutualiser nos compétences. Et puis on a le projet commun au niveau de toute la collaboration d'utiliser cette grande quantité de xénon pour justement repousser les limites qui ont été atteintes jusqu'à présent. Alors le xénon, il fait quoi? Il capture ces particules de matière noire? Il est censé faire quoi? Alors xénon, notre xénon, c'est la cible, et on vient l'utiliser justement pour identifier l'éventuelle interaction d'une particule de matière noire avec le xénon en tout le volume. C'est-à-dire des particules de matière noire qui viendraient percuter des particules de xénon? Qui viendraient percuter des atomes de xénon, les électrons de l'atome du xénon, les noyaux de l'atome du xénon, donc qui nous permettent de tester l'ensemble des modèles que l'on peut aujourd'hui établir pour comprendre où se trouve la matière noire. Et alors donc, si on a parlé de vous ces dernières semaines, de l'initiative Xénon, c'est précisément parce que votre conclusion est assez surprenante. On a fait tourner le détecteur pendant des mois et on n'a rien trouvé. Et ça, pour vous, c'est une avancée considérable. Voilà, donc l'expérience a commencé en 2010 et donc on témoigne régulièrement, à peu près tous les ans, de nouveaux résultats expérimentaux où à chaque fois, jusqu'à présent, on a tout le temps écarté les modèles qui pouvaient être mis en évidence pour expliquer ce que pouvait être cette matière noire. Donc on est aujourd'hui confronté à la difficulté de concevoir un détecteur plus grand qui va nous permettre encore de repousser ces limites ou, on l'espère, d'observer pour la première fois. La conclusion provisoire de cette hypothèse, c'est que de cette expérience, c'est que les particules de matière noire, si elles existent, n'interagissent quasiment pas avec la matière ordinaire, en tout cas avec les... Voilà, donc notre conclusion, en tout cas aujourd'hui, avec le détecteur Xénon 100, c'est qu'avec la sensibilité de notre expérience, on n'a pas la capacité de l'observer, cette matière. Donc on sait qu'elle existe, la matière noire, c'est pas la question. Ce qu'on ne sait pas, c'est de quoi elle est constituée. Aujourd'hui, notre réponse est on ne peut pas le savoir. La comparaison qu'on pourrait faire, c'est un peu comme si des éléphants traversaient un magasin de porcelaine toutes les nuits et laisser aucune trace derrière eux, quoi. Ils sont à la fois très agiles, très discrets, et pourtant ils sont inratables. Ah non, ils sont très difficilement observables. Ces particules interagissent très peu avec la matière ordinaire. C'est ce qui fait qu'elle échappe à l'homme depuis qu'on observe l'univers ou qu'on échelle le monde à l'échelle microscopique, la matière. Donc ce que ça signifie, c'est qu'il y a encore beaucoup de mystères de la nature à observer. Et la quête de l'observation directe de la matière noire, c'est un de ces mystères, justement, qui peut... d'ici quelques années certainement, permettre à l'homme d'avoir accès à encore plus d'énergie, plus de connaissances pour comprendre la matière qui nous entoure. Il existe des théories unifiées de l'univers, on essaye de la physique, on essaie de donner une loi générale, alors il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il s'agit de faire rentrer cette matière noire dans les théories qu'on connaît déjà de la matière, enfin de l'univers? Oui, donc c'est extrêmement sérieux. Donc, notre collaboration internationale regroupe les plus grandes universités les plus prestigieuses sur la planète. Une soixantaine de chercheurs, c'est ça, dans 14 pays voilà, différents. Une centaine de chercheurs, une vingtaine de laboratoires, et on a un travail qui est extrêmement rigoureux en termes d'observation scientifique et qui correspond parfaitement à la communauté scientifique, aux théories qui sont aujourd'hui mises en avant pour expliquer potentiellement ce que c'est que cette matière noire. Donc, on pourrait avoir une remise en cause totale des grandes théories de l'univers. C'est envisageable, ça ? Non. Ce qui est envisageable, c'est qu'on va progressivement mieux comprendre l'univers, un petit peu comme au moment où la relativité est apparue. On a vu que la gravitation d'Einstein, que la gravitation de Newton, était une bonne théorie, mais qu'on pouvait a priori l'étendre, améliorer sa précision en y incorporant des petites différences qui sont la relativité, donc des grosses différences. Mais le cadre général aujourd'hui, il est très complet, et a priori il est très stable, il n'a pas vocation à être remis en question, par contre il a vocation à être complété et à être étendu, bien sûr. Cette compréhension de la matière noire, elle durera encore sans doute une dizaine d'années, voire plus. En attendant, vous avez développé une véritable expertise unique en France sur l'utilisation du xénon comme détecteur de signaux, de particules. Vous développez notamment une utilisation pour l'imagerie médicale.
Voilà, ici à Nantes. Alors, évidemment, quand on contribue à ces expériences, on mutualise nos connaissances, on mutualise évidemment notre envie, notre quête d'aller plus loin au niveau de la science fondamentale. Et ça passe, bien sûr, par un apport pour chaque groupe de compétences qui lui sont spécifiques. Et nous, à Nantes, on a développé, dans le cadre de l'infrastructure qui est présente au laboratoire Subatec, un dispositif expérimental très innovant avec du xénon liquide que l'on utilise aussi pour un programme de recherche autour du développement de l'imagerie médicale en partenariat avec le CHU de Nantes. Oui. Donc on a un projet conjoint avec le CHU de Nantes pour justement développer de nouvelles caméras qui permettraient de mieux comprendre le cancer, de mieux comprendre le traitement du cancer. Concrètement, par exemple, pour bien comprendre l'évolution d'un cancer, on injecte des particules radioactives, c'est ça, et on essaie de les détecter ensuite. Mais voilà, évidemment, quand on injecte dans le cadre de l'imagerie médicale, on injecte des agents aux patients qui permettent à ces caméras d'observer l'intérieur du corps humain. Et ces agents sont en général radioactifs pour l'imagerie médicale fonctionnelle. Ouais. Et donc, avec cette caméra au xénon, on a le projet d'améliorer la sensibilité des caméras utilisées aujourd'hui et de permettre aux médecins d'avoir accès à de nouvelles modalités d'imagerie qui leur permettent de proposer de nouvelles méthodes aux patients susceptibles de mieux comprendre donc de le faire plus traitement souvent, du cancer. Et donc d'améliorer aussi l'évaluation en fait, des traitements de lutte contre le cancer. Ici à Nantes, des chercheurs travaillent là-dessus. On discutait il y a quelques jours de ce sujet et vous me parliez du xénon comme un cours mondial. Il y a un cours mondial du xénon comme celui du pétrole et il augmente à certaines périodes. Lesquelles ? Voilà, donc c'est une matière première, le xénon, il est présent dans l'atmosphère et c'est donc un cours assez compliqué à comprendre, il y a beaucoup de spéculations. On ne va pas rentrer dans les détails. Et il augmente typiquement au moment des Jeux Olympiques, au moment des périodes où on a besoin éventuellement de faire du doping. Hein, donc on a beaucoup de publications. Ça permet d'augmenter le taux de globules rouges dans le sang, ça c'est ce qu'on ignore. Voilà. Merci beaucoup Dominique Terz d'avoir participé à cette émission. On essaiera d'en savoir plus dans les années qui viennent sur la nature de cette matière noire. À très bientôt sur Télé Nantes.